Bienvenue dans cette édition d'Euronews Soir pour un tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Au Venezuela, le Parlement européen a reconnu Juan Guaidó comme président par intérim légitime du pays. Décryptage dans ce journal avec l'ambassadrice du Venezuela auprès de l'Union européenne. Dans l'actualité également, cette polémique en France sur les lanceurs de balles de défense, ces armes qui blessent et dont les gilets jaunes demandent l'interdiction. L'hommage du Parlement allemand aux victimes juives du nazisme, le président du Bundestag a rappelé l'importance du devoir de mémoire alors que l'antisémitisme gagne du terrain en Allemagne. Et puis une vague de froid polaire historique aux États-Unis. Le thermomètre affiche moins 30 degrés à Chicago, où des écoles sont fermées et le trafic aérien suspendu. Je vous le disais en titre, le Parlement européen a reconnu l'opposant Juan Guaidó comme président par intérim légitime du Venezuela. Les eurodéputés appellent tous les pays de l'Union européenne à en faire de même. Les précisions d'Audrey Tilve. Le Parlement européen a pris parti dans la crise vénézuélienne. Il a massivement approuvé une résolution reconnaissant l'opposant Juan Guaidó comme président par intérim. Les eurodéputés ont appelé tous les pays membres de l'UE à faire de même jusqu'à ce que soit organisée une élection présidentielle libre, transparente et crédible. Pour l'ambassadrice vénézuélienne auprès de l'Union, un appel irresponsable. Le Parlement européen ne peut pas se considérer au-dessus du Conseil de sécurité. La question est de savoir si l'Union européenne est prête à franchir ce pas qui plongerait le Venezuela dans une situation de guerre civile. C'est cette question qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas de savoir si le Venezuela veut des changements. Cela fait 20 ans que le Venezuela mène des changements profonds dans sa démocratie et son fonctionnement institutionnel. Et cela s'est toujours fait par la décision du peuple à travers le vote. L'opposition vénézuélienne s'est quant à elle félicitée de ce soutien sans équivoque. Mais l'ancien maire de Caracas appelle à ne pas se perdre dans des pourparlers avec le président Nicolás Maduro qu'il juge voué à l'échec. S'ils créent un groupe de travail ou quoi qu'ils aient en tête, il doit être très clair que la seule chose que l'on soutiendrait, que l'on accepterait, ce serait un groupe de travail pour définir les conditions de la fin de l'usurpation. Pas de faux dialogue, pas de négociation pour donner du temps à Maduro. L'initiative, quelle qu'elle soit, doit avoir pour but de mettre fin à la narcotyrannie. Les résolutions du Parlement européen ne sont pas contraignantes, mais celles-ci placent les capitales européennes au pied du mur. 6 pays de l'UE ont pour l'heure donné aux autorités vénézuéliennes jusqu'à dimanche pour convoquer des élections. Le Brexit s'est invité à Bucarest où les ministres européens des Affaires étrangères étaient réunis. L'occasion pour le ministre britannique de réaffirmer qu'un accord est toujours possible alors que l'Union européenne refuse toujours de renégocier. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi en Roumanie pour évoquer notamment le Brexit. Les pays membres réfléchissent aux prochaines étapes alors que la première ministre Theresa May a obtenu des députés britanniques un mandat pour rouvrir les négociations avec l'Union européenne. Selon le ministre des Affaires étrangères britannique Jeremy Hunt, un accord est toujours envisageable. Je pense que nous devons démontrer 2 choses à l'Union européenne. Premièrement, que nous pouvons obtenir une majorité au Parlement qui soit en faveur d'un accord sur le Brexit. C'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est pourquoi elle a été si importante. Et deuxièmement, nous devons démontrer que nous comprenons les préoccupations des Irlandais et que nous ne devrions jamais retourner à une frontière dure. Malgré le vote des députés britanniques mardi, l'Union européenne a affirmé qu'elle ne rouvrirait pas les négociations sur le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit s'effectuer le 29 mars prochain. Venons-en maintenant à cette polémique en France autour des lanceurs de balles de défense qui ont blessé des manifestants lors des rassemblements des Gilets jaunes. Certains demandent leur interdiction. Le point avec Julien Pavy. Alors que les Gilets jaunes appellent de nouveau à manifester samedi en France, les méthodes de maintien de l'ordre sont au cœur d'une polémique, et en particulier une arme, le LBD pour lanceur de balles de défense, une version moderne du flashball qui tire des projectiles en caoutchouc. Une arme non létale, mais accusée d'avoir infligé des blessures sérieuses à la tête, œil crevé ou traumatisme crânien pour les plus graves.
Cet homme, un des leaders des Gilets jaunes, a été touché lors d'une manifestation. Aujourd'hui, nos enfants grandissent dans un pays violent. On parle beaucoup de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale. Des syndicats et la Ligue des droits de l'homme ont saisi le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, pour faire suspendre l'utilisation des lanceurs de balles de défense, alors que plus de 9000 tirs ont été recensés en 2 mois par la police des polices. Des soignants ont également lancé une pétition, inquiets par la multiplication des blessures à la tête. Des sources évoquent entre 10 et 15 éborgnements. Les autorités françaises dénoncent de leur côté la violence extrême de certains manifestants. Une loi anti-casseurs est examinée depuis mardi à l'Assemblée nationale. Ce samedi, l'acte 12 des Gilets jaunes rendra hommage aux gueules cassées. C'est une nouvelle vie qui commence pour 47 migrants secourus au large de la Libye fin janvier par le navire humanitaire allemand Sea-Watch. Ils ont débarqué aujourd'hui en Sicile et expriment leur gratitude à ceux qui les ont sauvés. Après 13 jours en mer, le Sea-Watch 3 a fini par toucher terre à Catane, dans l'est de la Sicile, escorté par les gardes-côtes italiens. Le navire humanitaire qui avait secouru 47 migrants au large de la Libye le 19 janvier a reçu pour instruction de jeter l'ancre dans ce port. Une autorisation consentie par l'Italie après qu'elle a négocié avec 6 pays européens, dont la France, la répartition de ces migrants. Les adultes devaient être conduits dans un centre d'identification et de premier accueil. Les 13 mineurs seront, eux, dans un premier temps pris en charge par des tuteurs. En apprenant la nouvelle à bord, les migrants avaient laissé éclater leur joie, l'un d'eux disant sa gratitude envers l'ONG allemande. Nous ne pouvons que les remercier pour ce qu'ils ont fait et les encourager encore de fournir plus d'efforts parce que les personnes qui viennent ici, c'est des personnes démunies et c'est des personnes qui ont passé, qui ont risqué leur vie, qui ont fait la prison, qui ont passé par tous sortes de tortures avant d'arriver là. Pour autant, Sea-Watch se prépare désormais à une bataille judiciaire et a lancé un appel aux dons pour payer ses frais de justice, le gouvernement italien souhaitant qu'une enquête soit ouverte sur les activités de l'équipage. Un hommage maintenant, celui du Parlement allemand aux millions de victimes juives du nazisme. Wolfgang Schäuble a insisté sur la nécessité du devoir de mémoire alors que l'antisémitisme gagne du terrain dans plusieurs pays d'Europe. Une musique empreinte de gravité a résonné dans l'enceinte du Bundestag. Le Parlement allemand a rendu hommage aux millions de victimes du nazisme, alors qu'il y a 74 ans, les troupes soviétiques libéraient le camp d'extermination d'Auschwitz. Le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, a rappelé la nécessité du devoir de mémoire à une époque où l'antisémitisme gagne à nouveau du terrain en Allemagne. Rappeler l'histoire est notre obligation, comme de reconnaître qu'il existe encore des stéréotypes et des préjugés dangereux dans notre société. L'exclusion et la discrimination, l'antisémitisme sous différentes formes sont inacceptables, en particulier en Allemagne. La cérémonie a également été marquée par l'intervention d'un historien et rescapé de la Shoah. Nous tous espérons que vous aurez la fermeté morale de continuer à lutter pour la tolérance et l'inclusion, l'humanité et la liberté, pour résumer, pour la véritable démocratie. Kurzum, für die wahre Demokratie zu kämpfen. La Shoah, l'extermination systématique des populations juives par l'Allemagne nazie, aurait fait environ 6 millions de morts en Europe selon les estimations, dont une grande partie a péri dans des camps de concentration mis en place par le régime d'Hitler. Et puis ce scandale sanitaire en Pologne où près de 3 tonnes de viande de bœuf malade ont été exportées vers 10 pays, dont la France. Une enquête est ouverte. Stéphane Amalian. Le scandale a été révélé par un journaliste qui s'est fait embaucher dans cet abattoir polonais. De la viande issue de bovins malades et donc potentiellement impropre à la consommation aurait été exportée dans plusieurs pays européens, notamment la Slovaquie. Le parquet polonais a ouvert une enquête.
Le ministre de l'Agriculture, qui estime qu'il s'agit d'un incident isolé, a ordonné un contrôle sanitaire dans l'ensemble des abattoirs du pays. Le commissaire européen à la sécurité alimentaire a demandé le retrait du marché de toutes les viandes issues de cet abattoir. Un abattoir fermé depuis les révélations du journaliste infiltré. Au Brésil, le bilan ne cesse de s'alourdir après la rupture d'un barrage minier vendredi dernier près de Belo Horizonte. Mais dans cette catastrophe, il y a aussi ce sauvetage impressionnant d'une jeune fille de 15 ans, prisonnière de la boue. Le récit de Jérémy Charrier. Bêcher, creuser, encore et toujours, avec l'espoir de retrouver des survivants. Même si, 6 jours après la catastrophe minière dans le sud-est du Brésil, ils s'amenuisent. Depuis samedi, aucun survivant n'a été retrouvé dans la zone d'éboulement, malgré le travail ininterrompu des secours aidés par les hélicoptères. Les autorités craignent que le total de morts s'élève à 360, ce qui ferait de la rupture du barrage de Brumadinho la catastrophe minière la plus meurtrière au Brésil. Sur ces images, le sauvetage d'une adolescente de 15 ans par Jefferson Ferreira, venue initialement rechercher sa sœur dans la boue. Cette vidéo est devenue virale au Brésil, faisant de Jefferson un héros national. Lui garde un souvenir amer. Sa sœur est toujours sur la liste des disparus. Le vent a emporté ma casquette. Il y avait de la boue sur son visage et le mien. Le pilote s'est approché de nous. On a eu du mal à la soulever, mais tout s'est bien déroulé. Dieu merci. Jusqu'ici, les secours ont découvert 99 corps sans vie dans ce paysage de désolation. Plus de 250 personnes sont toujours portées disparues. On part maintenant au nord-est des États-Unis où une vague de froid paralyse notamment Chicago et la région des Grands Lacs. Un vent polaire venu de l'Arctique a causé la mort d'au moins 8 personnes et fait chuter très bas le thermomètre. Julien Pavy. Chicago toujours plongé dans un froid polaire avec des températures proches des moins 30 degrés. La rivière qui traverse la 3e ville américaine est gelée. Hormis Chicago, c'est toute la région des Grands Lacs, le nord du Midwest et les plaines du Nord qui sont touchées par un vent glacial venu de l'Arctique. Et littéralement saisissant, ce t-shirt s'est rigidifié en seulement 4 minutes. Cet épisode de froid est-il une nouvelle illustration des changements climatiques? Pour cet expert, difficile de tirer des conclusions définitives. Plus il y aura de vagues de froid comme celle-ci, plus nous pourrons affirmer qu'elles sont liées au changement climatique. En tant que fervent partisan de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je ne peux moi-même pas vous dire que ce froid est lié au réchauffement de la planète. Le nord-est des États-Unis n'avait pas connu un tel épisode de froid depuis 20 ans. Avec le vent, les températures ressenties ont dépassé par endroits la barre des moins 50 degrés. Le thermomètre doit remonter à partir de demain. On ouvre maintenant une page culture avec cette rétrospective Dior à Londres où vous pourrez entre autres admirer des robes des années 40. Visite guidée avec Annelise Fantino. Un hommage à Christian Dior à découvrir en ce moment à Londres. Le Victoria and Albert Museum propose une rétrospective consacrée au couturier français baptisé Dior, créateur de rêves. Elle retrace l'histoire de la maison parisienne avec des pièces qui remontent à 1947 et la façon dont elle a influencé la mode contemporaine. Une exposition qui se tient jusqu'à mi-juillet dans la capitale britannique. Je vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur pour un concert exceptionnel en Italie, sous un igloo à 2600 mètres d'altitude. La musique que vous allez entendre vient d'instruments entièrement sculptés dans la glace. Raphaël Vivant. Un concert unique à 2600 mètres d'altitude. Cet igloo de près de 200 places a été construit spécialement pour l'événement dans la station de ski italienne Passo Paradiso. L'altitude et les températures glaciales ne sont pas les seules particularités de ce concert. Ici, tous les instruments sont faits à partir de glace. Une expérience inoubliable pour les musiciens.
Les instruments de glace sont très inhabituels, ils sont incroyablement fragiles. Quand vous les construisez, ils risquent de finir en mille morceaux. Mais ce sont aussi des instruments très forts parce que les émotions que l'on ressent quand on les entend jouer sont très puissantes. Ces instruments de glace sont l'œuvre de l'Américain Tim Linhart, qui a commencé la sculpture sur neige à l'âge de 16 ans. Fabriquer une mandoline en glace prend 5 ou 6 jours, mais de plus gros instruments réclament des mois de travail. Les éléments sont collés en utilisant de la neige et de l'eau. Ensuite, il faut sculpter les détails à l'intérieur, puis à l'extérieur de l'instrument en utilisant de petites quantités de neige fondue. Le Ice Music Festival se tiendra jusqu'au mois de mars dans la station Passo Paradiso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée. À demain. Ce jour-là, la ville emporte dans une crise marquée si souvent par la mort. La guerre en Syrie a fait plus de 400 000 victimes depuis près de 8 ans. Farah, qui veut dire joie en arabe, est le bébé syrien numéro 10 627. Il est né en sécurité en Jordanie, à Zaatari, dans le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient. Un demi-million de Syriens fuyant leur pays ont transité par ce site, des milliers sont restés. Et plus de la moitié de ceux qui vivent ici aujourd'hui sont des enfants. Je m'appelle Aïssa Rouassim Riabi. Aïssa a du mal à se rappeler de la Syrie. Il n'est pas né en Jordanie, mais il y réside quasiment depuis sa naissance. Il est d'accord pour nous montrer comment il vit. C'est lui qui filme son frère jumeau Amir. Va là-bas et dis que tu joues avec le chat. Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je vais sur le terrain de jeu et je reviens à la maison. Je reste un peu et après je ressors et je vais jouer au foot. Et puis je viens chercher mon frère et on retourne jouer au foot. J'adore le foot. Je suis tout le temps en train de jouer. Aïssa, Amir et leurs amis de Zaatari préféreraient peut-être passer leur temps autrement, mais ils manquent cruellement de perspectives d'avenir. Les enfants de Syrie grandissent soit en plein cœur du conflit, soit dans la pauvreté et parmi les déplacés. Et ce type de traumatisme prolongé peut nuire à leur développement psychologique et avoir un impact durable sur toute une génération. Les ONG internationales ont tiré la sonnette d'alarme. À l'intérieur du camp de Zaatari, l'UNICEF a travaillé avec des humanitaires et des Syriens pour créer ce qu'on appelle des espaces sûrs, pour que les enfants puissent simplement être des enfants. Ici, les volontaires leur proposent des activités périscolaires comme la peinture et le jeu qui leur permettent de gagner en confiance. De cette manière, ils peuvent arriver à un stade où ils peuvent répondre à leurs propres besoins et s'adapter à toutes les situations. Peu importe ce qui peut leur arriver dans l'avenir, ils savent qu'ils auront les solutions. Ça peut être difficile, mais j'espère que les choses qu'on leur propose les aideront à être plus apaisés.
Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants. Ils sont ainsi plus de 13 millions à avoir quitté leur région ou leur pays d'origine et dans de nombreux cas à être privés de leurs droits les plus fondamentaux. Quand les armes se seront tues, donnera-t-on la parole à ces enfants? Et qu'auront-ils à nous raconter? Des conditions de vie toujours aussi difficiles? Ou auront-ils enfin espoir en l'avenir? Suivre sur Euronews.